J'allais dire, et le terme auto, mais ça nous avance pas vraiment. Vroom vroom! Ben, en fait, techniquement, une auto, ça t'avance littéralement. C'est quoi le rapport? Parce que auto. Mais c'est quoi le rapport avec l'autobiographie? Une autobiographie, ça t'avance? Non, c'est juste parce que t'as dit auto, ça t'avance pas vraiment, mais auto, ça avance. Ah! C'est parce que c'est une voiture. J'avais pas catché, ok. Allô, Amélie! Allô, Elena? Bienvenue au balado Franchement littéralement. Aujourd'hui, on va discuter de L'énigme du retour de Dany Laferrière. Yes! Donc, comment ce livre nous est parvenu, Amélie? Ben, dans le fond, pour moi, j'ai lu un livre de Dany Laferrière au secondaire, Pays sans chapeau. J'avais vraiment adoré, j'avais un prof qui tripait sur Dany Laferrière, puis on en a vraiment beaucoup discuté. On a même fait un atelier d'écriture où on devait écrire un texte en lien avec Pays sans chapeau. J'avais trouvé ça vraiment bien. On avait fait un recueil, puis mon texte avait été dans le recueil. Ça avait été quand même cool. Dans le fond, c'est ça. J'ai pas relu Dany Laferrière après ça, il me semble, mais j'avais vraiment aimé cette œuvre-là. Quelques années plus tard, je suis allée au Salon du Livre. Dany Laferrière était là. La file était pas très longue. J'ai capoté, j'ai dit, il faut absolument que j'aille parler à Dany Laferrière. C'est impossible que je le laisse là, puis je vais pas y parler. C'est le genre d'auteur que d'habitude, là, il y a comme 200 personnes en file. Là, j'ai dit, c'est ma chance. J'avais pas de livre avec moi, parce que je savais pas qu'il allait être là. Fait que je me suis dépêchée, je suis allée dans la section où il vendait ses livres, puis j'ai dit, qu'est-ce que je prends comme livre pour le faire dédicacer? Là, il y avait sa nouveauté, qui était son livre illustré, là, c'est un très très grand livre avec beaucoup d'images, ça m'intéressait moins. Là, j'ai pris L'énigme du retour, je l'ai feuilleté, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de poèmes, je me suis dit, c'est parfait pour moi, je le prends, je l'ai acheté, j'ai eu ma dédicace, on a jasé 30 secondes. Ben c'est ça, toi t'avais déjà le livre chez toi? Oui, ben, moi-même, j'avais trouvé le livre comme à rabais dans une mairie de livres de seconde main, je crois. Puis je savais que je voulais lire davantage de Dany Laferrière, comme toi, j'avais lu au secondaire une de ses œuvres. J'avais lu Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Et j'avais beaucoup aimé, mais c'était loin dans ma mémoire. Quand j'ai trouvé ce livre-là, donc L'énigme du retour, je l'ai juste placé dans ma bibliothèque, j'étais comme, allez, bientôt. Puis quand tu m'as dit que tu l'avais rencontré, donc, au Salon du Livre, c'est là que j'étais comme, ah ben on peut le lire ensemble, ça va être le fun. Donc on l'a lu ensemble, Ouais. On a trippé comme d'habitude, c'est pour ça qu'on en parle. Sinon on serait pas là. Voilà. Et donc, on a choisi de discuter de cette œuvre parce que c'est quelque chose qui, encore une fois, on aime ça les coïncidences comme ça parce que tous les deux, on a un livre dans notre bibliothèque puis que ça donne bien puis qu'on veut le lire ensemble. Oui. Mais c'est ça. Ce livre est particulièrement venu me rejoindre, personnellement, parce que ça parle donc d'un retour en Haïti. Moi aussi, je suis d'origine haïtienne. Je suis née au Québec, mais j'ai beaucoup de sentiments reliés à ce qui est écrit dans ce roman-là. Et reliés de manière générale avec Dany Laferrière, personnellement. J'ai appris dernièrement, d'ailleurs, que ma mère l'avait rencontré quand j'avais 3 ans, quand elle travaillait dans les bureaux de Radio-Canada. Je savais pas quand j'étais jeune à quel point il y avait comme un mythe entourant cet auteur-là, puis je savais qu'il était un personnage imposant dans la littérature de manière générale, mais je comprenais pas. Pour moi, c'était vraiment comme une créature mythique. Et c'est vraiment juste en sortant du secondaire, en commençant les études littéraires qu'on a faites ensemble, que j'ai commencé à comprendre l'importance de cette personne-là pour la littérature haïtienne, la littérature québécoise, canadienne, etc. Et pour la langue française, de manière générale. Absolument. Je pense que c'est pas mal ça la raison pour laquelle moi j'avais vraiment envie d'en parler, à ce livre-là. Puis je pense que ça va te rejoindre aussi d'une certaine manière. Ouais, ben moi c'est sûr que à la base, c'est plus... J'adore son écriture, la forme du roman m'a vraiment accrochée, c'est poétique, j'aime ça. Je pense que ça va paraître dans notre discussion que moi je me rattache moins au sujet en tant que tel, parce que j'ai pas vécu ça, là, l'immigration, ou... Je suis pas d'origine haïtienne! Fait qu'on va avoir des trucs à discuter, mais c'est un sujet, justement, aussi pas proche de ma réalité, mais qui est intéressant en tant que personne extérieure à lire. Tu sais, je veux pas non plus dire, c'est intéressant de lire les problèmes des autres. Non, mais c'est bon parce qu'on va apporter deux aspects très différents à
cet épisode du balado. Donc, d'une part, toi, tu vas le voir plus pour ce que c'est dans sa forme. Ouais. Et moi, ça va être vraiment plus relié au fond. Exactement. C'est vraiment ça. Donc, Amélie et moi, nous contrebalançons comme toujours. Ça va être fabuleux. Donc, Dany Laferrière, né Windsor Kleber Laferrière, est romancier, essayiste, poète, journaliste, chroniqueur, à qui le veux-tu? Il est né le 13 avril 1953, à Port-au-Prince, en Haïti. Il a grandi à Petit-Goâve avec sa grand-mère après l'exil de son père. Et parce que sa mère craignait les représailles de l'État, on vivait donc à l'époque en Haïti sous le régime de François Duvalier, ou Papa Doc, de 1957 à 1971, c'était son régime. Et Laferrière donc émigre au Canada en 1978. Son premier roman, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer, sort en 1985 et il est adapté au cinéma, comme plusieurs autres de ses œuvres, dont Le goût des jeunes filles et Comment conquérir l'Amérique en une seule nuit. Les lignes du retour, dont nous discutons aujourd'hui, est gagnant du prix Médicis. Il est sorti en 2009 et il a gagné donc cette année. Il a été écrit partiellement aux États-Unis et depuis 1990, Dany Laferrière partage son temps entre Montréal et Miami. Le 12 décembre 2013, M. Laferrière est élu au premier tour de scrutin au fauteuil numéro 2 de l'Académie française. Il est donc le premier Haïtien à être ainsi honoré, à faire partie de l'Académie française. Il est aussi le premier Québécois, donc, et le premier Canadien à être élu à l'Académie. Wow! Ouais. Quelque chose, hein? C'est fou, puis je pense, en 2013, on était encore au secondaire. C'était la dernière année de secondaire. Puis c'est là que j'ai vu Pays sans chapeau. Je pense qu'on a parlé un peu de sa vie en même temps. Parlons du livre. Comment est-il dans sa forme? Fantastique! Non, non. Ben, je trouve que ça fait vraiment un beau parallèle avec les deux dernières œuvres dont on a discuté. Oui. Parce que la première, c'était un roman, mais il y avait de la poésie un peu. Mm-hmm. Le deuxième, c'est de la poésie, mais il y avait un peu de paragraphes comme un roman. Mm-hmm. Puis là, l'énigme du retour, c'est vraiment écrit roman, là, sur la couverture. Oui. On peut pas nier que c'est un roman, mais il y a tellement de poésie à l'intérieur. Oui. Que je suis comme, ben, hey, c'est un roman! Parce que c'est vraiment comme ça, coupé comme ça. C'est des courts chapitres avec des poèmes et des paragraphes comme du texte suivi, comme tu retrouverais dans un roman traditionnel. Oui. Et contrairement à, quand je ne dis rien, je pense encore, les chapitres ont des titres. Donc, les poèmes ont des titres. Puis ça ressemble à des titres de poèmes, je trouve. Oui. C'est des petits titres courts, séparés en deux sections, l'an préparatif de départ et le retour. Donc, on reste dans le thème. Les titres sont très explicites, d'ailleurs. Ça dit clairement ce qui va se passer dans les 2-3 prochaines pages qui suivent. J'ai beaucoup aimé ça. Exemple, Chose et gens perdus. Le chant de ma mère. Le chant de ma mère, où on parle de la mère, donc du protagoniste qui chante, littéralement. Voilà! Ou On ne meurt pas ici. On en parle plus tard. Ouais. Parfois, il y a seulement des poèmes, j'ai trouvé. Il n'y a jamais seulement des paragraphes. Donc, il n'y a jamais seulement du texte suivi. S'il y a des chapitres avec plus de texte suivi, il y a quand même, des fois, un petit poème de 4-5 lignes. Fait que c'est toujours là, parce que j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup la poésie, on l'a compris. Oui. Fait que ça, j'aimais beaucoup. Et les dialogues n'ont pas d'incise, encore une fois, donc, si c'est pas découpé, c'est vraiment... Ça fait partie... C'est des phrases comme les autres, ça fait partie du texte. Des fois, t'es comme, quelqu'un a parlé, tu sais. Mais c'est ça, c'est tout écrit en bloc dans un paragraphe. Exactement, voilà. Puis il y a beaucoup de sauts dans le temps aussi, on se promène, dans le passé, dans le futur. Oui. Ce qui est intéressant de Dany Laferrière, c'est que il aime beaucoup le haïku. Puis ça, c'est quelque chose, c'est une forme d'écriture qui est japonaise à la base, et il a écrit d'ailleurs un roman qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». C'est vrai, C'est quelque chose qui revient beaucoup dans son œuvre de manière générale. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'énigme du retour. Puis je pense que c'est vraiment intéressant comme quoi tout est un peu relié à travers ses romans aussi de cette manière-là. Il le dit d'ailleurs lui-même dans une entrevue, je me souviens plus laquelle, mais il dit d'ailleurs que la majorité de ses romans qu'il a écrits ici aux États-Unis sont son autobiographie américaine. Il se raconte à chaque fois d'une manière différente. Il raconte sa famille, il raconte sa grand-mère, il raconte sa mère, etc. Puis ici, on parle plus précisément de son père.
Mais encore une fois, on va parler aussi du reste de sa famille immédiate selon ces différents médiums-là. Donc, la poésie, le haïku et la prose, donc des blocs de paragraphes avec du dialogue sans incise, comme tu dis. Donc, on peut vraiment dire, même si ça dit roman, que c'est de la non-fiction quand même. Ah oui. Il parle de lui, clairement, là. C'est de l'autofiction. Ouais, exact. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Je me suis trompée de mot, mais... Bref, ce n'est pas de la fiction. Contrairement aux autres où, tu sais, clairement, les autrices s'inspiraient de leur vie, mais il y avait des parties inventées. Là, je trouve que dans celui-là, il doit pas avoir tant d'inventions. Oui, il y a un rapport beaucoup plus... donc, c'est beaucoup plus rapproché, c'est certain, mais c'est sûr qu'il faut quand même faire preuve de répartie, faire attention quand on dit ça, parce que il y a toujours une petite différence. Il faut quand même créer une séparation entre l'auteur et son protagoniste, entre le narrateur et donc le personnage, donc. Parce que après ça, c'est plate pour lui, là. Il se promène dans la rue, puis tout le monde va penser que c'est exactement ça qui s'est passé dans sa vie, mais c'est lui qui raconte ça. Ça veut pas dire que c'est exactement ça qui s'est passé. Puis oui, là, encore une fois, son nom à Dany Laferrière, c'est Windsor, et le protagoniste s'appelle également Windsor, mais c'est tout de même pas entièrement la même personne. Il se raconte de cette manière-là, mais c'est pas tout pareil. Puis il choisit qu'est-ce qu'il raconte aussi. Oui. Même si il parle de lui, il nous révèle pas dans le moindre détail sa vie. Tu sais, c'est vrai qu'il faut tout le temps faire une distinction entre la réalité et la fiction, même si des fois ça se mêle. Exactement. Autofiction comprend quand même le terme fiction. Et le terme autobiographie. On avait compris. J'allais dire, et le terme auto, mais ça nous avance pas vraiment. Brum brum! En fait, techniquement, une auto, ça t'avance littéralement. C'est quoi le rapport? Parce que auto. Mais c'est quoi le rapport avec l'autobiographie? Une autobiographie, ça t'avance? Non, c'est juste parce que t'as dit auto, ça t'avance pas vraiment, mais auto, ça avance. Parce que c'est j'avais pas catché. Ok, j'ai compris. On garde tout ça. On met ça au début du podcast. Wow! Ok, parfait. Donc, un contexte historique de la situation du roman. On parle d'Haïti, de Montréal aussi. Le protagoniste Windsor part de Montréal. Il part en hiver. Il y a quelques références ici et là à des auteurs connus, donc dans la scène montréalaise, dans la scène québécoise, dont Louise Warren, René Saint-Éloi et plus tard Gary Victor. Mais Victor est davantage du côté haïtien. René Saint-Éloi, qui est un des créateurs de la maison d'édition Mémoire d'Encrier. Et donc, ça nous place un petit peu dans les années 2008, 2005, autour d'eux. C'est intéressant, je trouve, justement, parce que les deux œuvres qu'on a lues précédemment, c'était des œuvres récentes, dans un contexte récent, donc de ce qu'on pouvait comprendre. Donc, tu sais, on pouvait faire des liens avec notre vie en ce moment. Toi, tu peux en faire, mais dans l'histoire, quand on était jeune ou même pas encore né, il y a une limite à quel point on peut se lier. On peut se lier, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. L'identification n'est pas la même quand on lit une œuvre contemporaine de 2023, 2022, etc., à quelque chose qui est sorti en 2009. C'est certain. Exactement. De manière générale, le souvenir, c'est quelque chose... La mémoire, elle pas exacte. On a des souvenirs très marqués de cette époque-là, puis après ça, de pouvoir penser qu'il y a des choses qui se passaient simultanément à nos vies de cet âge-là, c'est intéressant de juste faire comme « Ah, OK, toi, en 2009, tu faisais ça, mais moi, en 2009, j'étais en bobette dans mon futur. » Tu sais, s'il parle de la situation politique dans ce temps-là, toi, ça fait partie de ton histoire un peu. Oui, c'est ça. C'est très intéressant pour moi parce que ça fait partie de mon histoire, puis même si je la connais, à certains égards, c'est le fun de pouvoir avoir une vision différente de la chose à travers cet auteur-là. Puis, on va en parler plus tard, je pense, mais c'est aussi, contrairement à nos deux premières lectures, un roman écrit par un homme. Je trouve qu'on a des choses à dire là-dessus. Ah oui. Bien intéressant. On va avoir une belle discussion, je pense. Est-ce que je peux y aller avec le résumé? Oui. Dans le fond, si je peux me permettre, j'avais trouvé un résumé sur le site des Éditions Boréal, donc la maison d'édition qui a publié le livre. Puis je trouvais que c'était un résumé quand même complet.
que je me permettrais de lire parce que le résumé derrière mon livre est pas très intéressant. Et je pense que les éditions Montréal vont mieux s'exprimer que moi sur un résumé de l'histoire. Fait que je vais prendre leurs mots, puis je vais les dire. Ah, aussi, mais je pense que je pourrais le dire après. Mais quand on est dans le passé, le personnage a 23 ans, puis j'aimais ça parce que la première fois qu'on l'a lu, on avait autour de cet âge-là. Ouais. Fait que même si c'est dans une époque où on n'était pas encore né quand il y a 23 ans, c'était quand même, il y a notre âge. Ouais. Fait qu'on pouvait se dire, waouh, si j'avais eu 23 ans à cette époque-là, ma vie aurait peut-être ressemblé à ça. Ben, pas la mienne, mais peut-être la tienne, voilà. J'essaye de pas trop marcher sur des œufs. Ouais, mais c'est correct. Tu peux juste parler, ça va être... Bref. On sait tous que tu vas pas t'approprier ma culture. Non, exact, j'ai pas l'intention, OK? Mais justement, je veux faire attention, justement, vu que c'est pas ma culture, qu'est-ce que je peux me permettre de dire et pas dire. Fait que... Je te le dirais si tu me gosses. Je pense que c'est pour ça que je vais plus parler de la forme du roman. Allons-y. Un jeune homme de 23 ans a quitté son pays de façon précipitée. Un homme épuisé y retourne 33 ans plus tard. Le jeune homme est passé de l'étouffante chaleur de Port-au-Prince à l'interminable hiver de Montréal. Du sud au nord, de la jeunesse à l'âge mûr. Entre ces deux pôles se trouve coincé le temps pourri de l'exil. Une nuit, un coup de fil lui apprend le décès de son père à New York. Ce père qu'il n'a pratiquement vu qu'en photo. Cet événement le fait quitter la baignoire pour prendre la route. D'abord n'importe où, vers le nord, comme un adieu à cet univers de glace qu'il a tenu au frais si longtemps. Puis à New York pour les funérailles de son père, que l'exil avait rendu fou. Il compte le ramener à son village natal de Baradère, dans le sud d'Haïti. Pas le corps qui appartient au voyage, plutôt l'esprit, des funérailles sans cadavre. Et le voici à Port-au-Prince, où il se terre dans une chambre à l'hôtel, n'osant regarder cette ville qu'il a tant rêvé, là-bas dans sa baignoire, à Montréal. Si, dans Je suis un écrivain japonais, Dany Laferrière s'était donné pour but de vider le concept d'identité de tout son contenu, il poursuit ici l'objectif contraire. Qu'est-ce qui fait que nous venons indéniablement d'un lieu, d'une culture? Pourquoi sommes-nous toujours le fils de notre père? Ou la fille, hein, peut-être? Un roman à la forme neuve, originale, qui mêle haïku et narration, comme tu le disais tantôt. Un livre grave, poétique, onirique, réaliste, le livre d'un très grand écrivain, comme tu le disais tantôt. Ouais. Voilà, je vais mettre le lien dans la description, si vous voulez. Je trouve ça intéressant comme résumé. Si j'ai une critique à faire, par contre, de ce résumé-là, c'est qu'il raconte pas mal toute l'histoire. Ça, c'est comme une des choses que j'aime le moins dans la culture contemporaine, c'est qu'on sent le besoin de tout raconter, comme si c'était un disclaimer. Mais en réalité, c'est bon d'avoir certains mystères dans la vie. Dont la petite phrase à la fin, donc, juste avant que tu fasses l'aparté, cette dernière phrase-là, tu vois? OK. C'est dit, pas le corps qui appartient au voyage. Plutôt l'esprit. Plutôt l'esprit, puis des funérailles sans cadavre, etc. Je trouve ça intéressant qu'il rajoute cette partie-là à la fin parce que ça dit la fin. Alors que le livre s'appelle L'énigme du retour. Il n'y a plus trop d'énigmes. Il n'y a aucune énigme. On ne sait pas dès le début qu'il va faire ça exactement. On ne sait rien de tout ça. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que ça a été rajouté sur le site comme ça. Puis c'est pour ça que je fais une critique de notre culture contemporaine qui se sent le besoin de faire des spoilers constamment. Aïe aïe. C'est comme regarder un trailer de film. Puis ça donne tout le film. En tout cas, je trouve ça intéressant. C'est bon comme résumé si t'as besoin de juste avoir une idée générale de l'œuvre et que tu veux t'aventurer, tu essaies de te souvenir peut-être même de ce que tu avais lu par le passé parce que ça sort en 2009, parce que tu veux le relire, puis t'es comme « Ah, c'était quoi ça encore? » Mais si tu l'as jamais lu, je trouve que ça donne trop. Bon, ben, vous avez plus besoin de lire le livre. Dans le fond, vous avez tout dit. C'est fini. Merci d'avoir écouté notre balado. À la semaine prochaine. Non, restez. On a d'autres choses à dire. Je blague, mais c'est vrai que, dans le fond, la prochaine fois, je vais lire quelque chose derrière ton livre. Et pas derrière le mien. Non, mais c'est important. Non, mais c'est vrai parce que, techniquement, tu sais, c'est là que tu vas aller chercher le livre si ça t'intéresse. Oui. Ça se peut que tu tombes là-dessus, si t'écoutes l'épisode, puis tu te dis, l'énigme du retour, ça m'intéresse.
Si vous voulez un résumé très synthétique et donc qui ne donne pas de spoilers, c'est l'histoire d'un homme de 56 ans qui apprend que son père est mort, donc à New York. Un père qu'il n'a pas connu parce qu'il a été mené en exil et il doit faire le retour à son pays pour apprendre la nouvelle à sa famille et passer du temps avec sa mère, sa sœur et essayer de se retrouver dans ce pays qu'il a quitté il y a 33 ans. Et ce, à travers un deuil. Un deuil énigmatique parce que c'est une personne qu'il n'a pas connue. Simplement dit. Mais j'aurais aimé ça mentionner avant qu'on parle des thèmes, que l'auteur donne vraiment des lieux spécifiques quand il parle. Oui. Tu sais, il nomme des auteurs, mais tu sais, il nomme des lieux. Si t'es de Montréal, tu peux te reconnaître dans plusieurs endroits qu'il nomme. Là. J'imagine que c'est le cas dans les autres places dont tu parles, mais c'est facile de se situer dans l'espace, contrairement à Quand je ne dis rien, je pense encore, où on pouvait se situer nulle part. Je voulais juste mentionner le fait qu'on peut justement se retrouver géographiquement dans le livre. Oui. Mais relativement. Quand tu parles de son départ, donc du Québec, c'est un peu plus flou, je trouve. Il parle de l'utilisation du train, il y a des déplacements qui se font donc dans l'espace. On sait que c'est dans le froid, mais étant donné que, comme tu dis, il y a beaucoup de sauts dans le temps, dans ses paragraphes, dans ses haïkus, dans ses poèmes, c'est plus difficile de se situer quand il est au Québec, tandis que quand il va en Haïti, là, il nomme des villes, littéralement. On parle de Port-au-Prince, on parle de Petit-Goâve, on parle de Gonave, on parle de... Dans ce cas-là, c'est vraiment plus clair. Je trouve que la ligne, elle se suit, tandis que au Québec, à part Montréal, je sais pas où est-ce que ça se passe. C'est vrai, à part Montréal, c'est vrai. Mais on peut quand même se situer un peu plus que... Oui. Que dans la lecture précédente. Voilà, exactement. On va parler de quelques thèmes et des mentions importantes qui nous ont marqués au fil de notre lecture, en commençant par Aimé Césaire et la figure du père. À mon avis, les deux se placent conjointement, elles se placent très bien ensemble, parce qu'il mentionne plus d'une fois Aimé Césaire et c'est quelque chose qui est déjà installé dès le début du roman, en même temps que l'élément déclencheur qui est la mort du père, ou l'annonce de la mort du père du protagoniste. Je me suis beaucoup questionnée d'ailleurs sur quel rôle joue réellement la mort du père ou l'absence de ce père-là. Et j'ai trouvé que Aimé Césaire, la façon dont il en parlait au fil du roman, c'était comme s'il venait remplacer la figure paternelle manquante. Il a pas connu son père, mais l'œuvre d'Aimé Césaire est présente dans sa vie. Il en parle beaucoup, c'est ça, de Cahier d'un retour au pays natal. Exactement. C'est l'œuvre dont il parle tout au long du livre. Oui. C'est le livre qu'il a corné, qu'il a lu, qu'il a laissé tomber dans l'eau. Toutes les histoires, ce livre-là a donc traversé une grande période de sa vie du protagoniste avec lui. D'où le fait que je trouve qu'il fait figure très importante juste dans l'évolution de ce personnage-là avant même que le roman commence. Donc, Aimé Césaire, il l'a dit à la page 58 et à plusieurs autres pages du roman. Et donc, un poète martiniquais qu'il garde toujours sur lui. Il garde le poète avec lui. Oui, il le regarde littéralement. Il est dans sa poche, il y a une version miniature. Mais je trouvais intéressant aussi que quand souvent une personne publie un livre, elle va faire une dédicace. Et Dany Laferrière a fait une dédicace, mais il a mis une citation de Aimé Césaire avant la dédicace. Fait que souvent, les gens vont justement faire une dédicace à leur père, leur mère, leur ci, leur ça. Là, il a pas fait une dédicace à son père, évidemment. Mais je trouvais ça intéressant qu'il place Aimé Césaire avant la dédicace. Oui. Je trouvais ça cool. C'est littéralement quelque chose qui l'a marqué du plus profond, puis tu sais que ça a marqué énormément l'auteur et pas juste donc le narrateur. Exact, mais tellement d'une telle façon que c'est la première chose qu'on lit quand on ouvre le livre, c'est une citation d'Aimé Césaire. Avant toute autre chose, c'est ça. Et cette citation est donc « Au bout du petit matin », tirée du Cahier d'un retour au pays natal de 1939. J'avais lu la dédicace, mais je l'avais oublié. Ah!
Ben maintenant, tu vas le savoir. Maintenant, je sais. C'est à son neveu, right? Oui, c'est ça, c'est son neveu. C'est intéressant parce que le neveu est aussi un personnage dans le roman. Et donc, il porte également le même nom. Voilà! Fait qu'on se doute que c'est son neveu dont il parle dans le livre. Pas un neveu inventé. Neveu inventé. Tu t'inventes pas des neveux, toi? Tout Pas le de temps en temps? Tout le temps. J'ai lu, ça fait quelques années de ça maintenant, Cahiers d'un retour au pays natal. Je me souviens pas tout à fait de l'impression que ça m'avait laissé. C'est-à-dire que ça m'a pas autant fait effet que Dany Laferrière, évidemment, mais j'imagine que si j'avais conservé ma copie, je sais pas où elle est. Je sais pas où elle est. J'aurais davantage pu le comprendre à la lumière de ce roman-là qu'on a lu ensemble. Mais donc, ce recueil de poésie est un recueil selon les mots de Laferrière, qui parle de la colère de l'auteur, donc, de son rapport à son pays, de son incompréhension de ce qui s'y passe, ou plutôt de comment est-ce que les personnes le dirigent. Haïti, qui est un pays, comme on le sait, très complexe au niveau politique, qui a une richesse historique, une richesse aussi territoriale, mais ce pays a été énormément affecté par le colonialisme. Et maintenant, on voit donc le résultat de ça. Et on le voit depuis des décennies, voire un siècle plus. Ouais, on est en 2023, oui. Oui, donc... Tu peux y aller avec le siècle. On va y aller avec une grande partie de l'histoire d'Haïti, et donc très affectée par ce colonialisme. Et c'est ce que décrit le roman, mais d'une manière relativement détachée, tandis que le recueil de poésie d'Aimé Césaire concerne entièrement ce qui se passe au niveau politique et ce qui s'y passe au niveau culturel, donc, pour les Haïtiens et Haïtiennes. Donc ça doit être plus, je dirais, dur à lire. C'est difficile à lire. Ouais, ok. Je l'ai lu... J'étais quand même jeune, je pense, quand je l'ai lu. Donc, je connaissais pas moi-même tout ce qui se passait en Haïti. Je connaissais pas toute l'histoire, donc. Et ce qui est davantage difficile aussi quand on lit un recueil de poésie puis qu'on comprend pas les références, c'est que tu vas faire des recherches, mais des recherches que tu sais même pas par où commencer, parce que c'est un nom que tu veux retirer. Puis il y a des affaires qui sont mentionnées juste dans les lignes du retour que j'étais comme « Ah, c'est de ça dont tu parles! T'sais, pour donner une idée à quel point c'est difficile à déchiffrer si t'as pas grandi dedans. Moi, j'ai 27 ans maintenant. Je suis née au Québec. Je suis née à Montréal. Je ne suis jamais allée en Haïti. Puis c'est difficile pour moi d'entièrement comprendre ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai comme lien direct, c'est ma grand-mère, qui, elle, a dû partir aussi à cause d'un exil. Puis ma mère, qui, elle-même, a grandi ici parce qu'elle est arrivée ici quand elle avait 4 ans, t'sais. Donc, il y a un grand éloignement que je peux faire entre, genre, ce qui se passe dans les lignes du retour, ce qui se passe dans Cahiers d'un retour au pays natal. Moi, j'ai pas encore fait mon retour. Donc, c'est difficile à comprendre entièrement ce qui se passe là-dedans. Mais, donc, pour revenir au thème, ça, je trouvais juste intéressant que Aimé Césaire faisait davantage figure importante quasiment que le père lui-même, qui est l'élément déclencheur de ce roman-là. C'est un père qui est disparu, c'est quelque chose que beaucoup de personnes connaissent. Ouais. Beaucoup de personnes noires connaissent, je dirais aussi, mais c'est... Donc, le rôle du père, essentiellement, c'est un élément déclencheur. Il va juste déclencher ce cycle de souvenirs dans lequel s'inscrit tout le reste du roman. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de surimpressions de souvenirs qui vont être placés par Laferrière dans ce roman-là. Il va constamment faire appel à des souvenirs de comment il a grandi à Petit-Goâle avec sa grand-mère. Et ça va remplacer peu importe ce qui se passe dans son environnement immédiat lors de son retour en Haïti, lors de son retour à Port-au-Prince. Mais j'aimerais ça mentionner quand même que peut-être, contrairement à Aimé Césaire, que tu disais que c'était quand même difficile à lire, Dany Laferrière reste quand même accessible. Extrêmement accessible. Je veux pas qu'on... En fait, je veux mettre l'accent sur le fait que on peut lire quand même. Tu sais, on essaie de proposer des lectures, justement, qui peuvent plaire à plusieurs. On essaie d'être diversifié, mais toujours dans l'accessibilité, donc... Comme tu disais tantôt, ça t'amène à faire des recherches, justement, sur qu'est-ce que tu peux moins connaître ou connaître. Justement, moi, la politique, un peu,
Et je connaissais pas ça du tout. Mais pas la politique en général, mais la politique à Haïti et tout, comme t'as parlé tantôt. Moi, je sais pas c'est quoi la Je me politique. suis dit, OK, je connais les gens de nom, mais j'en connais pas plus que ça. J'étais allée faire des petites recherches pour m'instruire un peu sur le sujet, là. Non, je suis d'accord, mais aussi, d'ailleurs, ce qui favorise cette accessibilité-là, c'est le fait qu'il nomme des noms. Il nomme des endroits. Il va te dire exactement c'est quoi le référent. Il y a beaucoup de références à ce livre-là, puis je trouve ça vraiment intéressant, puis ça vient appuyer ce qu'on dit sur Denis Laferrière par rapport à son érudition. Il y a beaucoup de références à différents romans, entre autres. D'ailleurs, même peut-être des romans qu'on a relus ensemble avec le club de lecture. Puis il y a beaucoup de références à des auteurs contemporains et des figures donc du monde du livre contemporaines ou du 20e siècle. Donc 20e, 21e siècle, il y a des bons ici et là par rapport à des auteurs haïtiens et des figures québécoises et autres. Ouais, il nomme vraiment... Oui. Il en nomme des gens. Il nomme. On va pas toutes les nommer. Non, ça pourrait être long. Mais ça pourrait être long, ouais. Lisez le livre. Lisez le livre pour tout savoir. Voilà. Je peux peut-être lire un extrait justement qui montre un petit peu cette érudition-là ou bien l'intertextualité du livre. T'es à quelle page? 45 pour moi. Donc il dit, pour le contexte, en fait, le protagoniste est également un auteur. Donc c'est vraiment de l'autofiction ici. C'est le protagoniste qui s'appelle Windsor. Et il écrit, il est basé à Montréal en ce moment, et il reçoit une lettre. J'ai reçu il y a 2 ans, après le passage d'un violent cyclone en Haïti, cette lettre d'un jeune étudiant qui m'enjoignait de faire savoir aux gens de bonne volonté, qui pensent envoyer de la nourriture aux sinistrés, qu'il serait souhaitable que chaque sac de riz soit accompagné d'une caisse de livres, car, écrit-il, nous ne mangeons pas pour vivre, mais pour pouvoir lire. Un jour, j'ai acheté un livre sans en avoir le pressant besoin. Il est resté 3 mois sans être ouvert sur la petite table de cuisine, parmi les oignons et les carottes. Aujourd'hui, je constate qu'il me reste à lire une bonne moitié de ma bibliothèque. J'attends d'être dans un sanatorium pour plonger dans les Buddenbrook du sévère Thomas Mann ou suivre à la trace le guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Pourquoi gardons-nous des livres que nous ne lirons jamais? Pour le guépard, le nom de l'auteur à lui seul valait la dépense. J'ai oublié ce qui m'a empêché de lire le roman de Thomas Mann. Il devrait faire du ménage dans sa bibliothèque, comme on disait dans le premier épisode. C'est quoi encore le nom de le principe japonais, justement, qui dit qu'on accumule les livres, là? Ben, ça m'a fait penser à ça, justement. Ça m'a fait penser au pile de livres que nous-mêmes, on garde chez nous, à des livres qu'on a juste rencontrés aléatoirement au fil de notre vie, puis qui sont juste accumulés là depuis des années, là. Qu'on achète puis qu'on lit jamais. Exactement. Voilà. Donc, Sandoku, qui serait le syndrome de la pile à lire, est le fait d'accumuler sous forme de piles de livres qui ne sont jamais lus. Ça m'a fait beaucoup penser à ça quand on en a parlé dans le club de lecture. J'ai trouvé ça très marrant. Puis toi, tu fais vraiment des piles. Ah ouais, moi je fais littéralement des piles. Moi, je fais pas de piles, mais j'accumule quand même, mais mes livres sont bien rangés. Il y a pas des piles que, oups, tu marches un petit peu trop proche puis tout tombe à terre. C'est quoi ce jugement? Moi, je te juge pas, je fais juste dire. Tu fais des piles, puis pas moi. Donc j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait comme beaucoup une réflexion sur l'écriture, ouais. La lecture de manière générale dans ce livre-là, puis le fait qu'il tente de référence à différents romanciers que tu sais que tu devrais lire peut-être un jour, mais que t'es pas encore rendu là, genre. Puis c'est un bon exemple d'une phrase ou d'un paragraphe, d'un thème qui venait nous rejoindre. Mm-hmm. Que là, c'est... T'aimes beaucoup la lecture, t'accumules beaucoup des livres. Oups, tu peux te rattacher un peu à ce qu'il dit. Définitivement. Je sais qu'il y a plusieurs auteurs aussi qui font ça, donc... C'est clair. C'est clair. Mais en parlant de livres, j'avais noté, la première fois que j'ai lu le livre, il y avait une phrase qui m'avait tellement fait rire, puis je t'en avais parlé. Puis en le lisant une deuxième fois pour me préparer pour l'épisode, j'ai accroché sur la même phrase. Pour moi, c'était à la page 33. Je pense qu'il se fait interviewer par une journaliste qui lui dit « Vous me paraissez différent dans la réalité. » Puis le narrateur lui répond « Je ne me rappelle pas qu'on se soit déjà rencontrés dans un livre. » J'étais genre « C'est tellement parfait. » Ça m'a marqué. J'adore cette phrase. Oui. C'est vrai, c'est quoi la réalité? Tu sais, quand tu rencontres quelqu'un en vrai, entre guillemets,
Non, je trouvais ça intéressant. Ben, c'est ça. D'où le fait qu'il faut faire une différence entre l'écrivain puis le personnage de roman, là. Exact, vraiment. Parce que c'est ça qu'a fait, elle. Ah, j'avais entendu parler de vous, je vous connaissais, mais maintenant que je vous vois en vrai, vous êtes différents. Je lui ai dit, ah, mais on s'est jamais rencontrés dans un livre. Pour moi aussi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup remarqué dans ce roman, c'est ce ton qu'il utilise. Ouais. C'est un ton un peu cassant. C'est très droit au but. Il y a beaucoup de phrases comme ça, surtout au début, je trouve, parce que il répond à des personnes qui lui posent des questions par rapport à son écriture. Ouais. Il y a aussi une partie... Ah oui, ça c'est une des phrases qui m'a vraiment accroché. Même principe que toi, je suis restée dessus à ma deuxième lecture. Juste avant ce que tu viens juste de citer, en fait, j'ai juste trouvé ça vraiment beau. Donc, il se fait interviewer par une jeune journaliste et il écrit « La jeune journaliste me demande froidement si elle peut enregistrer notre conversation. Je fais oui, tout en sachant que le principe d'une conversation, c'est de ne laisser aucune trace. » Wow! Je trouvais ça tellement poétique. C'est vrai. Je trouvais ça très doux. Et en même temps, très cassant encore. C'est comme, il fait une critique, puis c'est du tac au tac. En créole, on dirait que c'est un grand mot de fréquent. Un quoi? Un grand mot de fréquent. C'est un peu impertinent, genre, dans sa façon de s'exprimer. Ah! Mais j'aime beaucoup cet extrait-là. Puis c'est un ton qui revient aussi tout au long du roman. Ouais. Il fait des commentaires très perspicaces, très droit au but, par rapport à tout ce qui se passe autour de lui. Puis je trouve que ça en dit beaucoup sur la personnalité du personnage. Donc. Et probablement de Dany Laferrière Dans la réalité. Honnêtement, il y a beaucoup d'entrevues que j'ai lues par rapport à lui, par rapport à des moments où on lui a demandé au fil des dernières années ce qu'il pensait de la situation en Haïti, puis il était toujours genre « Pourquoi est-ce que vous me parlez? » Il y a un petit peu de ça, genre, il y a un peu de comme « Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? » Ouais, c'est ça. Ça m'a fait sourire. Ce chapitre, il est bien. Moi, j'avais noté une autre phrase dans le même chapitre. J'ai toujours pensé que c'était le livre qui franchissait les siècles pour parvenir jusqu'à nous, jusqu'à ce que je comprenne, en voyant cet homme, que c'est le lecteur qui fait le déplacement. Oui. Je trouvais ça tellement le fun que c'est vrai que les livres traversent les années, mais la lecture, ça nous fait tellement voyager. Oui. Puis cette lecture-là, elle nous fait promener quand même un petit peu. Elle nous envoie promener. Elle nous envoie promener. Dany Laferrière nous envoie promener. Et on se promène. Do not quote us on that. Non. Il est très respectueux avec son lecteur. Il est-tu respectueux avec son lecteur? Je suis en train de me poser des questions. C'est à toi de me dire, c'est toi qui l'as rencontré. Oh mon Dieu, je l'ai rencontré comme, honnêtement, 30 secondes. Puis les gens, ils allaient vraiment vite là, en file pour lui parler. Puis moi, j'ai vu que quand la personne avant moi est partie, je lui ai laissé comme un petit 30 secondes, puis il voulait boire une gorgée de vin. Puis il m'a dit, il était content que je lui laisse un petit répit. Puis je pense qu'il a parlé que j'avais le même nom que sa grand-mère ou quelque chose. Puis j'étais comme, OK, Dany Laferrière, j'accepte! C'était très cute. Puis il a signé mon livre, puis je suis partie, là. C'était pas mal ça, mais... Il était très gentil. Il m'a pas fait de commentaires cassants. Pourquoi? Il y a pas de raison, on le connaît pas, là. Je pense pas que c'est du genre à insulter quelqu'un pour aucune raison. Non, en tout cas, on fait des suppositions, là. Bref, on devrait peut-être arrêter. Ouais. Peut-être parler de l'exil. Seul le voyage sans billet de retour peut nous sauver de la famille, du sang et de l'esprit de clocher. Ceux qui n'ont jamais quitté leur village s'installent dans un temps immobile qui peut se révéler à la longue nocif pour le caractère. Pour les 3/4 des gens de cette planète, il n'y a qu'une forme de voyage possible, c'est de se retrouver sans papier dans un pays dont on ignore la langue et les mœurs. Je pense que c'est la version la plus douce de son explication sur l'exil dans ce roman-là. J'ai trouvé ça intéressant juste de partir d'un personnage qui a été mis en exil, qui est parti de son pays à cause de ce qu'il écrivait, en fait, par rapport aux dirigeants politiques. OK. Et que c'est la même situation que pour son père, essentiellement. Son père a dû quitter pour les mêmes raisons parce qu'il était en danger. OK. Le fils a été placé auprès de la grand-mère pour qu'il soit le plus loin possible du danger, tout en restant dans le pays proche de la mère. Et au final, il finit par répéter ce que son père a fait, sans même connaître réellement son père. C'est ça, il le connaît pas, mais il... Il y a une filiation claire. Ouais, exact. Wow. Comme quoi, on peut pas toujours échapper
Il y a comme une forme de destinée qui se fait des fois accidentellement Voilà. entre les parents et les enfants. Tu sais, même si on essaie de se détacher, il y a tout le temps quelque chose qui nous lie. Ouais. Ils disent en psychologie, si t'as un problème, c'est souvent à cause de ta mère ou ton père. Daddy issues! Mommy issues as well, ça existe. Dans ce cas-ci, on parle plus de daddy issues, évidemment. Voilà. Mais, encore une fois, tu sais, il y a comme un lien clair. Une filiation qui se crée, puis même si on n'en sait pas tant sur ce père-là, on en apprend davantage à travers le fils, même si lui-même, il le sait pas. Mm-hmm. Puis c'est ce qu'on voit aussi, mettons, il y a une section dans le livre où il va chercher à récupérer les biens de son père. Oui. Son seul bien qui était contenu dans une valise à la banque. Et la seule façon qu'il est capable de même toucher à cette valise-là, c'est parce qu'il porte exactement le même nom que son père. Il arrive là-bas, il se rend compte qu'il n'a pas la combinaison pour pouvoir ouvrir cette valise-là. Comme quoi, on reçoit des résidus de ce que nos parents nous donnent, mais on peut pas nécessairement tout avoir parce que ça leur appartient. Exact, ouais. Ou même, t'en reçois pis tu sais pas quoi faire avec. Exactement. Et donc, le fait qu'il soit mis en exil, c'est un résidu de ça, mais au moins le fait qu'il soit capable de retourner pour pouvoir voir sa famille, ça, c'est comme quelque chose de différent. Même s'il y a une filiation, il y a aussi une évolution d'une génération à l'autre. C'est quand même spécial. Ça doit pas être facile de partir et de revenir. Oui. Dans les deux sens. Ça doit pas être facile de partir, ça doit pas être facile de revenir, puis on le voit dans le livre. Oui. Puis c'est la réalité de tellement de personnes. Oui. Surtout partir, je trouve. Là. Mm-hmm. Souvent, quand les gens partent, ils reviennent plus. L'immigration, c'est quelque chose, là, mais le fait d'être un migrant forcé, ça, c'est quelque chose, c'est une réalité qui existe à travers le monde. Absolument. La mise en exil, plus particulièrement, c'est quelque chose qui existe énormément en Haïti, pour plusieurs Haïtiens, même ici, même à Montréal, de cette génération-là, qui était simplement opposée au régime de dictature des années 60-70. Fait que la génération de Dany Laferrière. Exactement. OK. La génération de ma mom, de ma grand-mère, Ouais. même avant. Ouais. Wow. Mais il y a une lumière au bout du tunnel, à mon avis, là. Je pense que... Tu sais, même s'il est mis en exil, je pense que le fait qu'il ait été capable de d'écrire, même après ça, je parle du protagoniste, là, je vais pas parler de Dany Laferrière, parce que je peux pas parler de lui, je peux juste parler de ce que j'ai lu. Exact. On peut pas parler à sa place non plus. Exactement. On n'oserait pas. C'est ça. Le fait qu'il soit capable de revenir, de vivre une expérience peut-être nécessaire à sa propre guérison par rapport à l'absence de ce père-là. Le fait qu'il soit capable de reparler à sa mère, de recôtoyer sa sœur à nouveau et de voir d'autres membres de sa famille comme son neveu. Oui. Je trouve que c'est important et que c'est beau à voir, malgré le fait qu'il soit aussi entouré de toute cette misère, cette violence un petit peu sensationnaliste qui se passe en Haïti à ce moment-là. Un combat, donc, différent, mais encore très lié à ce qui se passait durant les années 70 quand il est parti. Quelque chose d'autre qui est commun entre le père et le fils, on parle du caractère de dandy énormément dans ce roman-là. Donc, le dandysme, c'est ce qu'on pourrait appeler une élégance, un raffinement, une attitude de dandy ou le charme que perd un homme sur les femmes. OK. On peut parler aussi de caractère séducteur, de comportement un petit peu de prédateur aussi d'une certaine manière. Puis je pense que c'est assez important qu'on en parle. Oui. T'avais mentionné déjà le fait qu'on lit quelque chose qui est écrit par un homme. Ça va énormément influencer notre lecture de la chose. Tandis que nous-mêmes, on s'identifie comme étant des femmes. Le regard qui est posé sur les femmes dans ce roman-là est très intéressant, pour le moins dire. Moi, ça m'a choquée en partie, là. Comme, la place de la femme, c'est soit comme les mères, ou ben il faisait des commentaires sur les femmes dans les rues. Il a parlé un petit peu trop de nuques à mon goût. J'ai dit, on laisse les nuques tranquilles, merci. Mais c'est quelque chose qui revient à travers son œuvre aussi, là. Je pense que c'est ça, ce caractère dandy, comme j'ai dit, c'est fort dans l'œuvre de Dany Laferrière de manière générale. C'est aussi le fait que son premier roman parle littéralement de son approche des femmes blanches quand il est à Montréal. Ça parle littéralement juste de ça. Wow. Quand j'ai lu ça, je comprenais pas trop c'était quoi le trip. Mais maintenant, en lisant,
Oui, ça parle de femmes beaucoup, ça parle de nuque beaucoup, ça parle de ce caractère sensuel du genre féminin. En parlant de ça, j'avais noté une phrase qui disait « Rien de plus sensuel qu'une femme enceinte. » Oui. Problématique. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Mais tu vois, genre, je sais pas, même en déconstruisant cette phrase-là, je la comprends pas, genre. Écoute, je sais pas. Je consens qu'une femme, c'est sensuel. Je suis d'accord. Peut-être que la grossesse est sensuelle. Ben, c'est ça. Ben, en tout cas, moi, c'est pas, là. Mais comme, dans les yeux d'un homme, peu importe dans quel état t'es, c'est sensuel. Non, merci. Tu sais, Oui. on peut-tu juste être enceinte en paix? Oui. En tout Non. cas, bref, ça, c'est une autre histoire, là. Mais tu sais, je trouvais des petits extraits, des petits commentaires comme ça qui me... C'est une des choses que j'ai moins aimées dans le livre. Oui. Qui me faisait comme, ah, tu sais, on comprend la situation. Ben, pas la situation, mais ça a été écrit il y a comme 20 ans, là. Oui. Peut-être. Les gens faisaient moins attention il y a 20 ans. Maintenant, on fait plus attention. Mais comme, quand même, je lisais ça, puis ça m'accrochait, là. Mais dans le mauvais sens. Oui. Que j'aurais aimé ça, qu'on lâche les nuques, là, tu sais. Mais c'est important de mentionner, justement, tu sais, ça a été écrit il y a 20 ans, puis à l'époque à laquelle on vit en ce moment, il y a beaucoup plus de sensibilisation à la façon dont on va parler de différentes personnes. Entre autres de femmes, c'est-à-dire que le féminisme a fait énormément de chemin depuis Absolument. 20 ans. Juste dans la représentation des femmes de manière générale dans les médias, dans l'écriture, dans tout. Elle a fait beaucoup de chemin... OK, là, je vais parler de la situation nord-américaine. Elle a fait beaucoup de chemin ici de manière positive. Elle a fait beaucoup de chemin aussi à reculons, quand on parle des États-Unis en ce moment, pour les besoins, pour les droits de reproduction. Et à travers le monde aussi, il y a eu beaucoup de changements dans différentes cultures. On peut pas parler de toutes les réalités, mais précisément, donc, dans ce roman-ci, il faut faire la part des choses. Il faut comprendre que ça a été écrit dans un contexte différent. Je sais pas s'il écrirait de la même façon encore aujourd'hui, mais c'est intéressant de voir cette vision-là des femmes, puis de pouvoir justement en juger de notre regard maintenant de 27 ans, de filles qui vivent à l'année 2023. Parce que je pense pas non plus qu'on peut l'excuser, entre guillemets, parce Non. que c'est vieux, là. Il y en a qui faisaient attention il y a 20 ans, là. Oui, c'est ça. Tu sais, tu choisis tout ce que t'écris, puis si t'avais voulu faire attention, t'aurais fait attention. Non, là. définitivement. Fait que- Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je vais pas l'excuser non plus. Je fais juste dire que Ouais. quoi, La part des choses. la part des Ouais. choses, c'est intéressant. Absolument. C'est important de le faire. En même temps, tu sais, j'ai lu des auteurs qui ont écrit beaucoup pire par rapport aux femmes, donc j'ai pas de beef avec l'affaire en ce moment. C'est juste... Non, moi non plus. C'est juste qu'après avoir lu 2 œuvres écrites par des femmes, donc nos 2 premiers épisodes, Oui. ça fait changement. C'est un petit choc. Ça fait changement, un petit choc, exactement. Là-dessus, je peux peut-être lire aussi un extrait aux pages 139 et 140. Oui. On parle de femmes. Ma grand-mère Da, ma mère Marie, ma sœur Katie. Ces femmes ne s'occupent pas de l'histoire, mais de la vie quotidienne qui est un ruban sans fin. Aucune possibilité de regarder en arrière quand chaque jour exige 3 repas pour les enfants, le loyer à payer, les chaussures à remplacer, les médicaments à acheter, l'argent pour le foot du vendredi après-midi, le cinéma du samedi soir et la kermesse du dimanche matin. Ce n'est pas parce qu'on crève sous une dictature qu'il faut vivre chichement. Donc, juste le fait qu'il parle de ces femmes-là comme si c'était toute la responsabilité à elles de faire ça, je trouve ça intéressant, mais c'est aussi, il n'en marque pas nécessairement tout ça sur le dos. Il y a une part de pouvoir, mais il y a aussi une part de... C'est comme s'il leur donne cette responsabilité-là de s'occuper de tout ce qui est en lien au foyer, tout en disant que c'est elles qui s'occupent réellement de tout, genre. C'est comme si les hommes ne faisaient rien dans tout ça, genre. Ce qui est pas nécessairement faux, je sais pas, tu sais, c'est juste que il y a encore, et là, tu sais, on parle d'Haïti précisément ici, là, mais il y a une claire division des rôles, encore, là-bas. Puis si les femmes prenaient pas cette responsabilité-là, Oui. l'homme la prendrait pas. Est-ce que les hommes, c'est Ouais, ça, exact. qu'est-ce que les hommes font? Qu'est-ce que les hommes font? Bonne question, Mélina! Puis si on a en jugé, donc, par ce roman-ci, les hommes vivent dans un hôtel, font voir leur famille, font leur chemin, font leur deuil, travaillent comme ils le peuvent.
Comme le narrateur. Comme le narrateur. Voilà. Mais les femmes, donc, sont au foyer, s'occupent de leurs enfants, payent pour telle chose. Et s'assurent que toutes gardent un ordre malgré le désordre qui les entoure. Ouais. Donc, je trouve ça intéressant comme extrait, juste parce que il mentionne toutes les femmes dans sa vie, et ces femmes-là, donc, accomplissent tous ces rôles-là. Puis je suis comme, comment est-ce que tu te places par rapport à ça, toi, narrateur? Genre? Ça a soulevé beaucoup de questions. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il parle de sa propre famille, en plus. Là. Il fait pas juste remarquer des femmes dans une maison, puis dire, ça ressemble à ça. Exactement. Sa propre famille en fait partie. Il a vécu avec ces personnes-là. C'est ça la réflexion que tu te fais. Puis on sait des femmes dans ta famille. C'est ça, on sait qu'il valorise ces femmes-là. Tu sais? Ouais. Donc, même si de l'autre côté, on parle de lui, comment il veut placer son regard sur les femmes à l'extérieur, comme quoi une femme qui est en train de lire quelque chose, on en sait beaucoup par rapport à sa nuque. Tu sais, le fait qu'elle est penchée par rapport sur ce livre-là, ou bien une femme avec laquelle il a couché un autre soir. Tu sais, quand il se réveille, puis il est à côté de longues jambes, tu sais, ce genre de truc-là, tu sais, il y a un côté, comme on dit, séducteur, puis aussi un côté de respect, puis c'est comme si ces deux côtés-là, ils s'étaient presque pas reliés, genre. C'est très séparé, puis je trouvais ça étrange, d'une certaine manière, mais comme aussi intéressant qu'il soit capable de faire ces nuances-là. Ouais, absolument. Ben, c'est ça qui est important à faire quand on lit un livre. C'est d'être capable de, justement, d'accrocher sur quelque chose qui nous a dérangé, puis de te faire une réflexion. Que le narrateur ou le personnage le fasse ou pas, nous, on peut se le permettre, de dire « Laisse-moi réfléchir là-dessus. Comment je me sens? Comment j'aurais voulu que ça soit exprimé. » Je peux prendre le temps de parler de la situation en Haïti, de ce que Dany Laferrière décrit donc avec d'autres auteurs à l'appui qu'il nomme lui-même à travers l'œuvre, et d'autres lectures que moi-même j'ai faites en parallèle qui sont comme venues rehausser un petit peu ma compréhension de ce qui se passait, là. Que t'as lu avant ou... Par après. Ben, c'est-à-dire que j'ai lu... Il y a des auteurs qu'il mentionne que j'avais lu avant de lire L'énigme du retour, mais depuis notre première lecture ensemble de ce roman-là... T'es allé chercher d'autres choses. J'ai lu d'autres choses qui m'ont laissé comprendre, dont je t'avais parlé d'ailleurs, Émilie Prophète, par exemple. Oui. Qui parle davantage d'Haïti et de la situation contemporaine, donc d'aujourd'hui, de ce qui se passe là-bas. Donc, des thèmes qui font figure très importante dans ces sections-là, justement, parce qu'il parle d'Haïti, on parle de la faim, la misère, la violence et la mort. Je peux commencer en lisant un extrait aux pages 122-123. Un extrait que j'ai beaucoup coupé parce que c'est un long extrait, mais je pense que c'est nécessaire de le lire au complet pour comprendre ce qui se passe. Il dit « Pourquoi rester dans cette boue mêlée de merde où patauge une foule cernée par des anophèles gorgés de malaria quand on peut mener une vie de rêve ailleurs? C'est ici que le riche doit collecter l'argent du pauvre, et il ne peut déléguer une pareille opération étant donné le niveau moral actuel du pays. Est-ce du vol que de voler un voleur? L'État répond que oui, l'Église aussi. Toutes ces maisons sans toit ni portes louées à des familles nombreuses et nécessiteuses par des usuriers qui représentent les riches, qui vivent dans ces luxueuses villas juchées sur le flanc de la montagne. On est vraiment dans le Hugo des Misérables. Arrivé au nord, il m'a fallu me défaire de toute la lourde réalité du sud qui me sortait par les pores. De retour dans le sud, je me retrouve dans la situation de quelqu'un qui doit réapprendre ce qu'il sait déjà. J'avoue qu'il est plus facile d'apprendre que de réapprendre, mais le plus dur, c'est encore de désapprendre. J'ai trouvé ces deux pages-là tellement importantes pour décrire la situation d'Haïti, parce qu'il le décrit avec un fiel, avec une passion qui est pas aussi présente dans tout le roman. Ici, il y a vraiment comme du feu, j'ai l'impression, quand il le décrit, puis c'est clairement dit, genre. Fait que tu sais que ça lui tient à cœur. Exactement. Qu'est-ce qui discute. Voilà. Juste le fait qu'il utilise des mots comme « boue mêlée de merde »,« foule cernée par des anophèles gorgés de malaria », tu sais, c'est... Il y a des choses à dire. C'est un gros poison, genre, qui déverse, là. C'est une critique importante de ce qui se passe autour de lui. C'est un constat de ce qui se passe autour de lui. Puis, c'est des mots qu'on va pas utiliser dans le quotidien. C'est pas quelque chose que tu vas voir dans un article de journal.
c'est vraiment quelqu'un qui l'a vécu, qui l'a vu, qui le voit encore et qui le sent par rapport à son propre pays, par rapport à son propre peuple. Et donc, le fait qu'il le décrit comme ça m'a vraiment beaucoup fait penser justement à Émilie Prophète et à d'autres auteurs, donc haïtiens, qui ont décrit la réalité de Port-au-Prince et d'autres grosses villes, donc haïtiennes, où est-ce qu'on voit justement, où se côtoient justement cette misère et les riches des riches qui habitent justement, comme il dit, sur le flanc des montagnes, où est-ce qu'ils vont juste regarder tous ces gens-là paître dans peu importe quelle misère ils sont, sans rien faire. Mm-hmm. Il dit justement, juste avant l'extrait que t'as lu, « À quoi sert-il d'être riche dans un pays constamment à la merci d'une émeute de la faim? » Oui. C'est vraiment ça que tu dis, là. Mm-hmm. Les riches sont là, puis ils regardent les pauvres, puis ils font rien pantoute, là. Mm-hmm. Il le répète aussi à plusieurs reprises, comme quoi il y a des organismes qui vont aller aider, entre gros guillemets, les Haïtiens, les personnes les plus démunies. Mm-hmm. Et au final, ces organismes-là finissent par se mettre en poche tout l'argent qu'ils récoltent, ou la majorité de l'argent qu'ils récoltent, parce que c'est trop corrompu, entre gros guillemets, les gens en Haïti. Et oui, c'est corrompu. Oui, c'est une situation presque impossible, mais ça va pas t'excuser de ce que tu fais. T'sais? Non, absolument pas. Donc, il y va pas par le dos de la cuillère, disons-le ainsi, quand il décrit la situation en Haïti. Mais je trouve que c'est important aussi, justement, qu'il parle de ce sujet-là d'une façon crue comme ça, dans un livre, justement, qu'on disait tantôt, qui est accessible. Parce que ça te permet de voir la réalité en face, un peu la réalité des autres en face, en lisant un livre. Parce que, honnêtement, tu vois ça à la librairie, tu feuillettes, il y a l'air intéressant, je l'achète. Puis ça te fait réfléchir, justement. Alors que dans des livres que tu as peut-être mentionnés tantôt, qui sont moins accessibles, plus complexes, les gens ne seront pas portés à les lire. Fait que je trouve ça important, dans un roman comme ça, justement, que ce soit clairement que ça soit clairement dit, exactement, que les parties difficiles soient exprimées sur papier, puis que t'en fasses partie ou pas, tu peux réfléchir à ça. Oui. Puis pour revenir à ce qu'on disait plus tôt aussi, le fait qu'il y ait autant de références à toutes sortes de différents romans, toutes sortes de différents auteurs, ça agrandit encore plus cette accessibilité-là. Dans cet extrait-là que je viens de lire, il utilise une phrase qui... Le Hugo des Misérables, toi-même, tu l'avais noté. Oui! Ben, ça m'a fait rire que c'était écrit le Hugo des Misérables, puis pas Les Misérables de Hugo. Ben, c'est très intentionnel comme jeu de mots, là. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est pour ça que je l'avais noté. Ben oui. Ça veut tout dire, là, parce que on dirait peut-être Les Misérables de Victor Hugo, mais en réalité, c'est parce que la figure de Victor Hugo est tellement importante dans les littératures françaises que c'est comme dire que c'est encore plus important. Comme quoi, il compare la situation en Haïti de ces personnes-là, donc, qui ignorent la misère qui est autour d'eux, à... Toi, dans le fond, t'es genre le meilleur à ignorer tout ce qui est misérable autour de toi, genre. Exactement. Donc, le fait qu'il mentionne un auteur blanc du 19e siècle, c'est comme si il voulait vraiment aller chercher toutes les gens autour de lui, faire comme « Hey, toi, donc! Toi qui ne comprends pas entièrement ma réalité, est-ce que t'es capable de comprendre cette référence-là? » C'est le Hugo des Misérables. C'est pas Les Misérables de Hugo. Wow! En tout cas, je trouvais cet extrait-là absolument magnifique. Puis c'est pour ça que je voulais en parler. Puis l'extrait que t'as coupé, en plus, ça vaut la peine d'aller lire dans son intégralité. Exactement. Comme le reste du roman. Et donc, par opposition, si je peux rajouter, le reste du livre se passe un petit peu dans un mirage, j'ai l'impression. Étant donné qu'il y a quand même beaucoup de sauts dans le temps entre les paragraphes et qu'il y a une alternance entre des poèmes, de la narration, des extraits même, d'Aimé Césaire ou d'autres auteurs, je trouve que ça fait en sorte que c'est plus léger, d'une certaine manière, le reste. Le reste est plus doux, puis après ça vient vraiment te prendre comme ça quand il y a des sections comme ça qui sont dites avec beaucoup de passion. Mais j'aimais ça que tu dises mirage, parce que je trouve que avec la poésie, c'est tout le temps un peu un rêve, genre. Oui. La poésie, c'est tout le temps un peu plus mirage, c'est bon. Ouais, c'est ça, c'est flottant. Exactement. Alors, t'as comme un peu le parallèle de... Même s'il y a certains poèmes qui disent les choses comme ils sont, ça flotte un peu. Les mots flottent un peu, puis après, t'as le parallèle du paragraphe, vraiment, qui dit les choses crues. Mirage, c'était un bon terme pour... On navigue un peu entre les deux.
Je trouve ça intéressant parce que ça fait en sorte que c'est loin d'être monotone, malgré le fait qu'on a l'impression qu'on flotte un petit peu, puis là, tout d'un coup, on est jeté en bloc dans un paragraphe, justement, qui est très cru. Puis c'est mis en relief un petit peu de son voyage, de son propre périple, de partir de Pointe-aux-Trembles, Montréal, puis après ça arriver en Haïti, de traverser de Port-au-Prince jusqu'à Bar-Adère pour pouvoir aller rendre hommage à son père. Puis c'est vraiment comme c'est un cheminement, même s'il y a peu de péripéties dans ce roman-là. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Puis ça se passe un peu doucement, tout en faisant des critiques très poignantes. Exactement, vraiment. Je pense que sans les poèmes, sans les haïkus, justement, ça aurait peut-être été un peu plus difficile à lire. Oui. Pas dans le sens que c'est compliqué à lire, dans le sens que il y aurait eu beaucoup de crus, beaucoup condensés, ouais. Puis ça aurait été peut-être un peu plus intense. Ouais. Alors ça fait que c'est un peu plus léger, malgré que les sujets ne sont pas légers. Non. Les nuques, par exemple, non. Ça dépend, peut-être qu'il y a quelqu'un qui tripe gros sur des nuques, là, qui va écouter ça, va être genre, yes! Parlons de nuques davantage. Je sais pas si je devrais en parler davantage d'Haïti. J'avais aussi noté un truc sur la violence. Ben, je pense que ça peut être intéressant parce que si tu mets de côté, là, je fais pas de l'effacement, mais tu sais, si tu mets de côté la partie Haïti, la partie immigration, la partie pauvreté, la partie faim, la partie violence, ça peut s'appliquer à plein d'autres personnes. Fait que c'est quand même des sujets universels. Ouais. J'avais aussi noté, donc, comme thème important, le sensationnalisme de la violence chez les nouvelles générations. Il en parle à la page 101. Les tontons macoutes de mon époque devaient se cacher derrière des lunettes fumées. Tueurs en série. Papa Doc étant lui Nextar. Tupac, le jeune chef qui ressemble tant à Hector, a conquis l'étrangère. Le baiser fauve sur une nappe de jonc par terre doit rendre fou, cette nuit, tous les guerriers sous les remparts de la cité. Tupac fait maintenant des discours politiques, parcourt Cité-Soleil en voiture, se prend pour un vrai chef, parle fort et tire vite. Brusquement, devient lucide et se voit tel qu'il est, un paumé. Cet extrait-là, je l'ai pris du part parce que ça parle du contexte initial des années 70, donc de Papa Doc, qui était le premier dictateur de l'ère Duvalier qui a tout à fait changé Haïti. Après ça, il fait référence à Tupac, qui est en fait pas réellement le rapport qui est tant connu de... C'est pas tout à fait le Tupac que vous pensez. C'est un autre homme, donc un jeune homme haïtien qui a utilisé le nom de Tupac, qui est une figure très importante dans l'histoire du rap noir américain, et qui se prend donc pour le chef d'un gang. Et c'est ce qui est devenu un peu la violence d'autrefois. De la dictature de Baby Doc, on passe au jeune chef qui se relaie constamment, qui change constamment parce que c'est tellement éphémère, puis ça devient très sensationnaliste. Les jeunes chefs qui prennent la parole et qui ne sont pas différents de leurs prédécesseurs et qui sont réellement des paumés, comme le dit l'extrait. Et il fait un rappel donc à la situation en Haïti qui n'a pas vraiment changé pour le mieux depuis les années 70 et encore moins depuis la publication de ce roman en 2009. À mon avis, si on parle d'œuvres parallèles, Émilie Prophète décrit très bien ce qui s'y passe. Le théâtre de la violence, d'échanges constants de pouvoir et d'une misère profonde. Denis Laferrière, lui, incarne plutôt, par ce narrateur, une confusion, donc, une perte et une candeur, donc. Ça désarçonne pas vraiment, cette candeur-là, parce qu'il est vraiment, comme on disait tout à l'heure, c'est très flottant, genre. Ouais. C'est très... C'est plus large, et donc c'est plus facile de s'y identifier parce que il fait juste faire un retour. Il se déplace dans le temps, il se déplace dans ses souvenirs de Montréal jusqu'à Port-au-Prince. Et il ne prétend pas être qui que ce soit d'autre, et il se met pas vraiment dans les souliers des autres personnages qui sont rencontrés au cours du roman. Sa propre misère reste tout de même le principal point focal avant d'entrer dans la misère de Port-au-Prince ou autre. Puis c'est donc ce ton désabusé qui crée une distance entre son sujet puis le lecteur, à mon avis. Tandis que Émilie Prophète, elle, dans son roman que j'ai lu, Des villages de Dieu, elle parle donc du point de vue d'une jeune femme qui vit dans Cité-Soleil, ou bien dans les alentours de Cité-Soleil, qui est mentionné aussi dans l'énigme du retour. Un petit cantonnement
où il y a ce théâtre de la violence, où il y a un Tupac ou bien un autre personnage ça change à toutes les semaines, qui se passe le pouvoir, qui s'entretue, et il y a toujours cette ambiance de violence. C'est toujours tendu, et cette femme-là, elle vit dans cet endroit-là, donc dans les villages de Dieu, elle vit dans cet endroit-là, et elle constate et elle connaît toutes ces personnes-là. Et je trouve que c'est important d'en parler, parce que c'est réellement ce qui se passe en Haïti. C'est constamment de la violence, tout le monde se fait kidnapper pour aucune raison, puis les kidnappings c'est plus des kidnappings pour récolter de l'argent, ils vont juste tuer la personne à la fin. Encore en ce moment, là, ouais, aujourd'hui. En ce moment, aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Ouais. C'est plus la dictature où est-ce que, aussitôt qu'on entend parler du fait que t'es plus d'accord avec le dictateur, là, on va aller te chercher, on va aller te fusiller, là. C'est vraiment, on va te kidnapper parce qu'on veut faire de l'argent, on veut avoir du pouvoir, et au final, on va perdre ce pouvoir-là parce qu'on va mourir à la main de la personne qui était supposée être notre bras droit. Ouf! C'est pas léger. Ouais, non, c'est clair. Mais c'est ça, le ton que Danny Laferrière lui-même, il l'incarne, c'est beaucoup plus léger. Oui! Beaucoup plus flottant, c'est moins clair dans exactement ce qui se passe, mais il le mentionne quand même, ce qui est important à mon avis. Oui, absolument. Un extrait que je voulais lire. J'ai plein d'extraits, non, c'est pas vrai. Ah, j'avais noté quand il parlait de la neige, puis j'étais comme... Ah, la neige? La neige. Parce qu'on a parlé de neige avec On a tout l'automne. Là, je trouvais ça un petit parallèle de... Il y a à Montréal, il fait froid, par rapport à Haïti où il fait très chaud. Tu sais, il mentionne Émile Léligan, Gilles Vigneault, tu sais. Ça, c'est des auteurs que je suis comme « Ah, mais je sais c'est qui! » On peut peut-être faire un dump de toutes les personnes qui mentionnent qui sont restées avec nous. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, pour moi, en tant que lectrice non haïtienne, tu sais, les noms de d'auteurs haïtiens que t'as peut-être déjà lus. Moi, j'étais comme, aucune idée c'est qui. Ben, ça démontre son érudition, là, le fait qu'il soit vraiment comme imbriqué dans son époque, puis il mentionne tous ces auteurs-là. C'est le fun parce que ça facilite l'identification pour un petit peu monsieur, madame, tout le monde, là. Exact! Parce que peu importe si t'as lu les auteurs ou pas, souvent, tu vas en avoir entendu parler de nom. Tu vas pouvoir dire « Ah, je connais ça » ou « Ah, je connais pas ça. Peut-être que je vais aller faire des recherches. » Des classiques de différentes cultures aussi. Il mentionne Garcia Lorca, si je ne me trompe. Il y a aussi Gabriel Garcia Marquez. Oui, qu'on a lu dans notre beau club de lecture. Oui. 2 fois. Oui, on l'a lu 2 fois. On a lu 100 ans de solitude. 3 personnes se sont rendues. Dont toi et moi. Et on a lu... L'amour au temps du choléra. Oui. Ça, il y a plus de personnes qui étaient capables de suivre. Ah, j'avais noté ça parce que ça parlait de... Là, je fais encore un parallèle avec On a tout l'automne, on va se calmer, mais il disait à la page 185 « Retrouver l'énergie primitive que je croyais avoir perdue et l'émerveillement ressenti il y a longtemps déjà devant cette toupie rouge qui m'a brûlé l'enfance en tournant si vite sous mes yeux éblouis. » Puis j'étais comme... On parlait un peu de l'émerveillement qu'on perd en grandissant. Ouais. Puis un peu plus loin, il disait « On a longtemps grimpé ce flanc de montagne déboisé, le cou en sueur, midi palpitant à la gorge, pour, arriver au sommet, découvrir une mer langoureusement allongée le long de la baie, comme une courtisane à son jour de repos. » Là, je précise la mer MER. Là. Oui. Puis ça me faisait penser à l'extrait qu'on avait lu sur le cou des montagnes. Ah, c'est vrai. Je trouvais que ça faisait des beaux parallèles, parce que ça, c'est vraiment les parties poésie, là. Oui. Puis je trouvais ça cute. J'aurais lu un dernier extrait qui est pas tout à fait à la fin, donc je pense que je peux me permettre de le lire. Okay. Parce que ça parle de départ, de voyage. Fait que je trouvais ça important. Ben, pas important, mais intéressant. Il dit, à la page 228, « Si on revient au point de départ, cela voudra-t-il dire que le voyage est terminé? On ne meurt pas tant qu'on bouge, mais ceux qui n'ont jamais franchi la barrière de leur village attendent le retour du voyageur pour estimer si cela valait la peine de partir. » Je trouvais que c'était comme une bonne phrase, justement, qui amène encore un peu la réflexion sur c'est quoi quitter chez soi et revenir, se promener. Tu sais, c'est vrai, des fois, dans une situation comme ça, tu vas voir quelqu'un partir, tu vas te dire
est-ce que je dois partir moi aussi? La personne a fait quoi? Est-ce qu'elle va revenir? Puis là, justement, il dit, les personnes attendent que la personne revienne pour voir si ça valait la peine de partir. Puis des fois, faut que tu partes, mais la personne ne revient pas. Tu sais, c'est comme... Mais vu que le livre s'appelle L'énigme du retour, je trouvais ça le fun qui parle... Ben, fun. C'est pas vrai, là. Pas un bon mot. Je trouvais ça opportun. Qui parle de voyage puis de départ quand on parle de retour aussi. Ouais, je trouve qu'en somme, c'est une vraiment bonne lecture. Puis j'aime beaucoup cet extrait-là. Je pense que j'avais accroché aussi, je l'avais juste pas noté. Ça m'avait fait penser à des romans comme Initiatique. C'est l'espèce de roman parce que les personnes partent, puis c'est dans leur vingtaine environ, puis ils sont en train de se découvrir d'une certaine manière. Un voyage. Mais c'est ça, c'est un voyage intérieur, puis c'est un voyage aussi à l'extérieur, c'est aussi un périple avec des péripéties, ce genre de trucs-là. Mais ici, c'est comme le contraire, dans le sens que c'est un retour, puis il fait ce voyage-là. C'est la première fois qu'il le fait, peut-être. Et il le fait Le narrateur. C'est ça, le narrateur. Et il le fait pour son père, il le fait pour lui-même, puis c'est intéressant. Mais c'est ça. À mon avis, il le fait davantage pour lui-même parce que son père, en soi, il le connaissait pas, justement. Puis cette absence-là, ça marque le protagoniste en soi. Et donc, ce narrateur-là va retourner vers chez lui, vers soi. Essayer de se comprendre. Dans ses années d'exil, puis dans les années d'exil de son père, de comprendre sa situation familiale, de comprendre son pays davantage. De se retrouver dans ce pays-là aussi, parce que après 33 ans, tu sais, il y a une différence. Ça a changé. Oui. Ouais. Lui-même a changé. Exactement. La vie a changé. C'était bien ce que tu disais, voyage intérieur et extérieur, mais aussi retour à chez soi et à soi. Oui. C'est vraiment ça. D'autres lectures que j'ai faites qui m'ont fait penser à l'énigme du retour, donc j'en avais quelques-unes à noter si jamais vous voulez faire d'autres lectures après avoir lu l'année inférieure. Des affaires plus récentes, il y avait... OK, à prendre avec un grain de sel cette proposition-là. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Écrit par Joël Casséus. Ça s'appelle Demi-ciel. Je pense que je t'en avais parlé quand je le lisais, Amélie. Oui, ça me dit quelque chose. Que j'avais eu beaucoup de difficultés à rentrer dans ce roman-là. Mais en lisant l'inférieur à nouveau, j'ai compris davantage ce que l'auteur essayait de faire dans sa forme. Parce que ce que ça raconte de Michel, c'est un peuple donc qui vit caché. C'est un petit peuple, juste quelques personnes dans un endroit à l'extérieur d'un grand mur et doivent se protéger parce qu'ils savent jamais quand est-ce que les bandits, les mauvaises personnes vont les attaquer. Ça s'installe dans une espèce d'esprit d'inquiétude, justement cette violence-là non dite, un peu, qu'on a retrouvée dans... dite, on l'a retrouvée dans l'énigme du retour, on l'a aussi retrouvée dans On a tout l'automne, de ce qui est non dit. Et je trouvais ça intéressant juste parce que sa plume était très, très captivante, à mon avis. Le roman en soi, l'histoire, aussi, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Un peu de la même façon que dans l'île inférieure, il n'y a pas grand-chose qui se passe en soi à l'extérieur. C'est pas des péripéties qu'il vit, c'est un retour et c'est des souvenirs qu'il traverse. Après ça, j'ai parlé des villages de Dieu, d'Émilie Prophète. Là, où est-ce qu'on parle de vraiment cité célèbre, c'est une personne qui vit là, qui n'est jamais partie. Si vous voulez avoir un contexte davantage intéressant de ce qui s'y passe, ce qui se passe en Haïti réellement maintenant, allez lire Émilie Prophète, s'il vous plaît. Daniel Laferrière a dit lui-même que c'était un roman exceptionnel, le meilleur livre sur Haïti, le plus fort, le plus juste et peut-être le mieux écrit. C'est lui-même qui l'a écrit ça par rapport à ce roman-là, donc allez lire ceci, s'il vous plaît. On vous donne un devoir. Oui. J'avais aussi lu, il y a 2 ans environ, Fado, de Kathleen Mars. J'y ai pensé parce que le nom de la sœur... En fait, au début, je pensais que Kathleen Mars était la sœur de Daniel Laferrière. OK. Puis dans le roman, L'énigme du retour, le nom de la sœur du protagoniste, c'est Kitty, sans le L. J'étais comme, OK, est-ce qu'il y a un lien? Puis après ça, j'ai été voir davantage sur Kathleen Mars et je pense pas qu'il y a un lien réel. Il n'y a pas de lien. Okay. Non. C'est-à-dire de parenté, mais ce sont 2 personnes qui viennent d'Haïti. Elle écrit dans ce roman-ci l'histoire d'une femme qui est en deuil d'une relation avec un mari et qui décide de se prostituer. OK. Oh!
Et c'est vraiment intéressant parce que c'est comme elle vit un deuil qui va la briser et elle se brise davantage au fil du roman, de ses rapports avec d'autres hommes. Parce que je trouve ça vraiment intéressant aussi pour avoir une idée du contexte général d'Haïti, de différents endroits, la prise de vue de deux femmes aussi. Oui. Parce qu'Émilie Prophète aussi est une femme sur, donc, Cité Soleil et ses environs. Donc, allez lire ça. Go! Ben, comme on dit à chaque épisode, quand le livre t'amène à... Ben, j'allais dire la réflexion, mais quand ça t'amène à lire d'autres choses aussi, ça vaut la peine. Oui. Tu sais, si tu termines un livre puis ça t'a rien amené... Oui, c'est pas un bon livre. Mais si ça dit « Wow, le sujet m'a captivé, l'écriture était tellement intéressante, je veux me renseigner », tu fais des recherches, tu lis d'autres choses, l'œuvre a vraiment valu la peine, puis c'est le cas ici, je pense. Oui. Ben, merci d'avoir été à l'écoute pour cet épisode de Franchement littéralement. On vous invite à nous suivre sur notre page Instagram biblio_brume ou à nous écrire au franchmentlit@gmail.com. Et on se dit à la prochaine! Bye! Les œuvres mentionnées dans cet épisode sont L'énigme du retour d'Annie Laferrière chez Boréal, Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer d'Annie Laferrière chez Typo, Pays sans chapeau d'Annie Laferrière, Boréal, Cahier de retour au pays natal, Aimé Césaire, Présence africaine, On a tout l'automne, Juliana Léveillé-Trudel chez La Peuplade, 100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez chez Point, L'amour au temps du choléra, Gabriel Garcia Marquez, le livre de poche, Les villages de Dieu, Émilie Prophète, Mémoire d'Encrier, Demi-ciel, Joël Casséus, Le tripode, et Fado de Kathleen Mars chez Mercure de France. Au prochain épisode, on va discuter de La banalité d'un tir de Mali Navia. À bientôt!